Sur les photos, le doux visage de Marlène Haushofer évoque ces jeunes bourgeoises paisibles que peignait Memling, ce portraitiste de la Renaissance flamande. Et ambivalent, et pourtant sous ce front bombé, s'agite un esprit empli de fantasmagorie ou au contraire de visions parfois très sombres. Cette ambivalence se retrouve dans l'œuvre de cette romancière qui, inspirée tantôt tour à tour par son enfance et ses difficultés de femme et d'artiste à s'intégrer dans une société d'après-guerre ultra conservatrice. Son écriture, sublimée par un art de la description absolument qui fait crépiter les images véritablement, va aussi bien exprimer sa propre désespérance que mettre en scène ces humains qui sont jetés malgré eux dans les remous de cette conscience collective qui peine à maîtriser ses instincts et les abus de ses instincts. Alors, son enfance, pour elle, ce sont ces années passées en Carinthie, dans la province du sud de l'Autriche, où elle est née en 1920. Pour elle, ce sont les prairies d'alpage, la forêt odorante et la liberté du corps aussi, naturellement. Et lorsqu'elle écrit, les souvenirs refluent vers elle en la soustrayant provisoirement d'un présent qui l'étouffe totalement. Alors, dans la 5e année, prodigieuse reconstitution de cet état de grâce de l'enfance, Marlène pose le lien familial et la nature comme source absolue du bonheur. Et plus tard, exilée vers une région fortement marquée par la nazification, elle va se faire rattraper par les 3 K, c'est-à-dire Kinder, Kirche, Küche, c'est-à-dire les enfants, l'église et la cuisine. Dès lors, ses romans s'attachent à explorer plus particulièrement le vécu de la femme créatrice qui est empêtrée dans la routine domestique et qui est obligée de vivre à cheval sur 2 univers totalement antagonistes. Mais le féminisme de Marlène n'est jamais théorique. Il est celui d'une femme qui regarde le monde, qui regarde la place auxiliaire que son sexe occupe dans la gestion du monde et dans l'élaboration de son parcours historique. Elle-même se décrit comme condamnée à vivre dans un univers hostile aux femmes. Et dans ses nouvelles, par contre, elle élargit considérablement la problématique elle élargit la problématique à l'individu, à celle de l'individu aliéné dans son environnement et dans un maillage extrêmement subtil de tendresse, de cynisme et de désenchantement. Elle débusque toutes les petites lâchetés, les défaillances, qu'est-ce qu'on peut dire encore, les frustrations de ses protagonistes. Mais elle révèle aussi leur détresse face aux choses-trappes de la société, de la vie sociale en face de leurs propres contradictions. Alors ces nouvelles atteignent des sommets d'investigation glacée parfois. Puis vient l'œuvre qui va faire la jonction entre cette célébration de l'enfance et la réflexion sur la place et l'action du monde, de l'homme sur la planète. Le mur invisible, écrit en 1963, un superbe texte aux multiples échos philosophiques, initiatiques, écologiques, rédigé dans une langue, dans une prose limpide, repose sur ces personnages, une femme, une vache, un chien et une toute petite chatte. Alors, l'argument romanesque du livre est d'une simplicité biblique. Une citadine venue passer quelques jours dans un chalet de montagne se retrouve dès le lendemain isolée et prisonnière à l'intérieur d'un mur invisible. Tout ce qui est au-delà de cette portion de territoire épargné, tout ce qui était vivant, tombe lentement en poussière. Alors,
voilà un préambule à la Kafka qui ne s'embarrasse d'aucune explication et d'aucune vraisemblance. Hier, ce mur n'existait pas. Et maintenant, à la faveur de la nuit, il existe, invisible donc, mais infranchissable et incassable. Alors, une fois posé ce mur comme élément indissociable de la réalité, la romancière s'engage dans la narration du processus de survie de son héroïne. Elle nous plonge dans les détails les plus triviaux d'un quotidien où il faut dépecer un chevreuil pour manger, où il faut fendre sa gencive au couteau pour se soulager d'une rage de dents. Bon. Et puis, par exemple, tout simplement, gérer ses intestins sans papier toilette. Les notes qu'elle jette sur un vieux cahier obstinément, que cette femme sans nom et sans prénom qu'on signe chaque jour, aboutissent inéluctablement à cette conclusion extrêmement brutale. Je ne saurai plus rien, je ne verrai plus rien du reste du monde, plus jamais. Surmontant peu à peu l'effroi et la douleur à l'idée d'une claustration aussi définitive, à l'idée d'une solitude aussi radicale, sa pensée et sa volonté, comme des poignes de fer, vont la conduire à accepter ce présent sans aucune visibilité. Elle va à elle de s'adapter, de se recréer même, à elle d'instaurer un nouveau mode de communication avec ces animaux, en leur apportant un maximum, en leur apportant sa considération et en leur offrant un maximum de protection, d'affection et de bien-être, tout simplement. Alors, tous les thèmes que Marlène avait explorés dans ses écrits antérieurs, toutes les questions qu'elle pouvait se poser, se retrouvent là, dans ce texte, dans ce roman, à la fois un peu plus prosaïque et mystique. En effet, son ampleur spéculative dépasse l'individu, dépasse le psychologique pour accéder à l'universel. Car cette narratrice, déshéritée de tout ce qui constituait sa vie d'avant, va s'apercevoir au fil des mois que ses émotions, ses sentiments vont s'ouvrent même plus et résonnent plus largement que tout ce qui lui avait été inculqué. Que l'amour peut migrer d'une espèce à une autre, vers une autre espèce, et que ce qui unit les vivants le plus profondément sur la Terre, finalement, c'est le fait d'être mortel. Bon, vérité indiscutable, un peu basique évidemment, mais qui aurait dû idéalement aider les Indiens à se fédérer. Alors ce mur invisible, on est baigné par sa transparence. C'est un plaidoyer vibrant pour des vies plus libérées, des vies plus pacifiques. Voilà.